Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care. Dans ce podcast, issu d'une recherche académique financée par l'ADEME et la région Hauts-de-France, nous analysons les différents business models circulaires dans la mode et leur appropriation par les consommatrices et les consommateurs. De la seconde main à la location, en passant par l'upcycling et la sobriété, nous discutons des enjeux de la mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, journaliste et créatrice du podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et pour cet épisode du podcast En mode circulaire, je reçois Isabelle Robert, cofondatrice de la chaire Tech & Care et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE Lille. Et Maud Herbert, cofondatrice de Tech & Care et professeure de marketing à l'Université de Lille. Au programme de ce premier épisode, une analyse de la mode circulaire et des enjeux sociaux et environnementaux de l'industrie textile. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, je suis très heureuse de vous donner la parole pour ce premier épisode, pour qu'on voit un petit peu ensemble pourquoi on parle de mode circulaire. Mais d'abord, je pense que ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur les dérives et peut-être parler de l'essor de ce qu'on appelle la fast fashion, de l'ultra fast fashion. Bonjour Chloé, ravie d'être avec toi pour parler de cette thématique. Alors oui, on peut démarrer par un petit rappel un peu historique sur la manière dont la fast fashion s'est imposée en fait sur le marché, on va dire, de la consommation de masse d'habillement. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fast fashion, c'est un système en fait. C'est un système structurant de production et de consommation. Et on peut à peu près dater son émergence dans les années 80 pour une installation vraiment définitive au cours des années 90. Et c'est devenu un modèle dominant à partir des années 2000 à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est le résultat des logiques économiques qui se sont installées dès la fin des années 60 un peu sur tous les secteurs. C'est l'idée de la sérialisation des produits nombreux et en grande série, avec une forme de standardisation aussi de la production et une organisation du travail. Donc ça, c'est le Fordisme en fait du début du siècle dernier qui s'installe un peu partout. L'idée, c'est quoi ? C'est de créer des économies d'échelle, c'est comme ça qu'on dit en économie, et par conséquent, en fait, offrir des prix de vente aussi qui sont très bas, qui permettent de diffuser très très largement un très grand nombre de produits au plus grand nombre de consommateurs possible. Donc en fait, ça, c'est un système économique qui s'est installé à partir des années 60, 70 et qui a permis en fait la diffusion de ce qu'on appelle la société de consommation et de tous les produits qui vont avec eux. Et à partir des années 80, on va observer une certaine dérive, enfin pas une dérive, mais en tout cas une accélération de ces logiques-là, avec en plus de ça une mondialisation en fait des ventes, une concentration des marques dans des grands groupes internationaux, avec des délocalisations progressives de la production. Et puis c'est le moment aussi où s'impose un peu cette logique d'obsolescence programmée, parce que l'idée c'est de commencer à remplacer en fait tous les premiers biens d'équipement. Et en parallèle, ce qu'on observe, c'est aussi que la notion de marque devient très importante. Il y a une montée en puissance du marketing de la marque, dans ce que l'on appelle en fait le management de marque, notamment la création de très grandes marques internationales. Alors pourquoi est-ce que la marque devient importante ? C'est parce qu'en fait la plupart des grosses entreprises qui sont des entreprises mondiales, elles vont être cotées en bourse et donc la marque devient en fait ce qu'on appelle le brand equity, c'est-à-dire la manière de pouvoir les valoriser aussi. Donc on va avoir un accent particulier en termes de marketing qui va être mis sur la logique de marque. Tout ça en fait, ça va asseoir un système qui relève plutôt du productivisme et du consumérisme. Si on applique ce système-là à la mode, on va voir apparaître à peu près à ce moment-là, en fait, des grands groupes dont les plus connus finalement sont H&M et puis le groupe Inditex avec évidemment Zara comme marque un peu phare. Mais Inditex, c'est un bon exemple de cette idée des gros groupes qui ont plusieurs portefeuilles de marques et qui en fait appliquent la même recette à l'ensemble de leurs marques. Et donc, en fait, quelque part, ils vont réinventer un peu une nouvelle manière de vendre du textile. Et le système qu'ils inventent en termes de production, il repose sur deux grands axes. Le premier axe, c'est la maîtrise des coûts. Donc, en fait, ils vont massifier les volumes de textile.
Ils vont optimiser le produit. Alors quand on dit optimiser, c'est effectivement qu'ils vont à la fois proposer des designs plus attractifs qu'auparavant, et on sait en fait qu'ils se sont mis à copier finalement beaucoup en fait les dernières tendances, voire parfois la haute couture. Il y a eu comme ça des procès assez connus pour des copies dans les acteurs de la fast fashion. Mais ils ont aussi une autre technique pour optimiser le produit, c'est qu'ils vont un peu dégrader sa qualité. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les t-shirts où il va y avoir moins de grammage de coton par exemple dans un t-shirt. Donc ça, c'est le côté un peu politique du produit. Et puis, ils vont rationaliser, évidemment, à ce moment-là aussi, les conditions de production. Et c'est là qu'on observe le fait de trouver finalement le pays où les coûts de production vont être toujours plus bas, avec des conditions de travail qui vont être en conséquence, et dont on pourra reparler. Donc, il y a à la fois cette maîtrise des coûts, et puis, en parallèle, ce qui a fait la force aussi de la fast fashion, c'est la maîtrise du management de la logistique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le supply chain management. Ce sont des groupes qui ont optimisé en fait les chaînes logistiques. Elles sont devenues beaucoup plus rapides et elles ont permis de desservir en fait des réseaux de magasins qui ont été de plus en plus denses, qui ont été de plus en plus connectés. Et en faisant ça, en fait, ils ont augmenté l'efficacité de la chaîne logistique et donc la cadence d'arrivée des produits en magasin. Et ça, en fait, c'est sans doute ce qui caractérise le mieux la fast fashion, c'est l'accélération de l'arrivée de nouveaux produits et de nouveautés en magasin, avec des collections qui sont de plus en plus rapides. Alors c'est vrai que là, on dit souvent qu'avant la fast fashion, et c'est vrai, il y avait 4 saisons, donc il y avait 4 collections par an. Et la fast fashion va faire très vite passer en fait ce chiffre de 4 à 10. Et on sait en fait qu'en moyenne maintenant, notamment par exemple chez Zara, il y a 24 collections par an, voire parfois 36. Donc on voit que c'est vraiment une accélération et de la nouveauté pour le client, qui peut entrer toutes les 3 semaines dans un magasin Zara et voir des produits très différents d'une collection à l'autre. Alors ça a connu un réel succès par la puissance, en fait, finalement, de sa diffusion. Il faut aussi voir que ces groupes-là ont quand même misé sur des campagnes de communication mondiales. Et donc, notamment au début, H&M faisait pas mal de campagnes avec des stars. Zara, eux, ont plutôt misé sur le magasin, sur le service, sur la copie. Ils faisaient pas beaucoup de campagnes de communication, mais par contre, ils soignaient beaucoup, en fait, le service en magasin. Et puis ensuite ils ont fait aussi des campagnes de com. Et donc on touche, ce qui est intéressant, c'est le moment en fait où on voit cette diffusion et cette normalisation de la fast fashion, c'est le moment en fait où ça va toucher toutes les classes sociales. C'est-à-dire la fast fashion, ce sont des produits pas chers. Donc a priori on avait un modèle un peu de low cost qui s'imposait, mais comme ils ont contrebalancé ça par des effets de nouveauté et des copies de design, en fait, ça a touché toutes les classes sociales et notamment les plus élevées. Et donc, on voit, par exemple, comment quand il y a une star, alors là, ou même, par exemple, Kate Middleton qui achète une robe Zara, le lendemain, en fait, il y a plein de gens qui vont acheter ce modèle-là et on va jamais mettre en question. On va plutôt dire que elle est modeste, elle sait s'habiller de façon modeste pour une princesse, quoi. Donc, on voit comment d'un seul coup, la fast fashion est devenue totalement normalisée sur l'ensemble de la pyramide sociale. Donc ça veut vraiment dire qu'on a une forme de démocratisation globale et surtout de domination en fait de ce modèle dans le marché. Donc qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça structure globalement tous les modes de consommation textile et ça a une tendance aussi à uniformiser les goûts. Alors ça, c'est aussi la présence, en fait, de ces réseaux denses de magasins. Et puis, finalement, ça fait quoi ? On a été habitué à acheter de plus en plus souvent, pour de moins en moins cher, le même produit un peu partout dans le monde, à changer rapidement, à accumuler, et de fait aussi à porter de moins en moins les vêtements qu'on achetait. Et donc, la mode rapide, c'est aussi quelque part un synonyme de mode jetable. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est que depuis 2017-2018, ce système qui est déjà quand même relativement, dont on verra un peu les effets négatifs. Dérives, oui, bien sûr. C'est un système qui est challengé par un autre modèle qui s'inspire très fortement du sien, mais qui va
aller encore plus loin dans les extrêmes, qui va encore plus casser les prix, qui va augmenter encore les cadences et qui connaît un engouement très fort, en particulier chez les jeunes. C'est ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, dont le plus connu maintenant est Shein, auparavant She Inside, mais il y en a d'autres, comme Pretty Little Things, par exemple. Donc ça, c'est quoi? En fait, ce sont des pure players, donc ce sont des acteurs qui sont uniquement en ligne. Alors, qu'est-ce qui fait la différence avec la fast fashion? En fait, il y a un effet de systémisation en fait de la copie des tendances mode. Ils ont une analyse très très fine en fait des tendances, donc ils traitent beaucoup de données. Et puis, ils ont une rapidité de production qui est encore plus tendue. En fait, c'est la logique du renouvellement permanent. Avant, on avait les collections qui augmentaient. Là, en fait, tous les jours, il y a une nouveauté en ligne sur ces sites-là. Et ils ont des délais de fabrication qui vont de 3 à 5 jours maximum. Et donc, ils maîtrisent cette logistique et ils maîtrisent aussi leur stock, puisqu'ils font faire des toutes petites séries très rapidement dans des ateliers qui sont en réseau, en fait. Et puis, ils communiquent auprès des jeunes par ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Et donc là, on a atteint un peu, je veux dire, l'extrême du premier modèle, puisqu'on est sur des coûts moyens de produits à 7 €, avec des coûts de revient entre 10 et 20 centimes. Voilà. Et le seul qui est capable dans la fast fashion, plus ou moins de s'aligner avec l'ultra fast fashion, c'est Primark. Zara, H&M, ils sont déjà plus ou moins dépassés par ce modèle. Ouais. Voilà. Ok. Oui, ça pose un peu le décor. Et peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail de ces dérives qu'on a rapidement évoquées. D'abord, peut-être avec l'environnement, sur tout ce qui est gestion des ressources, gaspillage, revenir un peu sur ces enjeux-là. Oui, bonjour Chloé. Alors effectivement, dans la lignée de Maud, ce que je vais rappeler pour un chiffre clé, c'est qu'effectivement, entre 2002 et 2017, la production de vêtements mondiale a doublé. Ça corrobore bien les propos de Maud. Et cette tendance devrait perdurer puisque la consommation globale de vêtements devrait encore augmenter de 63%, passant de 62 millions de tonnes en 2017 à 102 millions d'ici 2030. Donc ça, c'est un chiffre qui montre et effectivement que ce modèle de la fast fashion est devenu un modèle dominant, mais bien évidemment, c'est un modèle qui génère de nombreuses externalités environnementales négatives. Ouais. Alors, les chiffres sont pas toujours homogènes entre eux selon les sources que l'on peut trouver, mais globalement, les impacts environnementaux de ce modèle dominant sont déjà dans une grande partie les émissions de gaz à effet de serre, la question de la consommation de l'eau, de la pollution de l'eau, lié effectivement à beaucoup, je dirais, d'éléments polluants. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être gaspillage vestimentaire, et c'est-à-dire que fait-on de la fin de vie des vêtements? Étant donné, comme l'a souligné Maud, je dirais cette obsolescence programmée qui est au cœur du modèle de la fast fashion. Alors, si on reprend les impacts environnementaux, effectivement, on estime, alors selon l'Agence européenne de l'environnement, on estime que cette industrie est la 4e industrie la plus néfaste pour l'environnement. Alors, on a des chiffres qui corroborent un peu ces données où on estime, une étude récente a été développée par un groupe londonien sur l'environnement, The Eco Expert, qui révèle récemment que l'industrie de la mode fait partie en fait des 7 industries les plus polluantes. Donc effectivement plus polluantes car émettant beaucoup de gaz à effet de serre. Selon une étude Cantis de 2018, on serait à plus de 3,3 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis sur l'ensemble de la chaîne de valeur annuellement. Alors juste un chiffre pour mettre en regard au niveau mondial combien on émet de gaz à effet de serre au total, pour bien voir un peu. On est à 36,3 milliards de CO2 en 2022, en 2021, pardon. Donc, en gros, les industries mondiales de l'habillement et de la chaussure oscilleraient entre 6 et 9% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est pas anodin du tout. Ouais. C'est particulièrement préoccupant et ça signifierait qu'effectivement, c'est autant que l'ensemble des vols internationaux et le transport maritime combiné, selon la fondation Ellen MacArthur. Donc effectivement, la première externalité environnementale négative, c'est cette émission de gaz à effet de serre. Alors,
D'où viennent ces émissions? Ils sont corroborés avec effectivement, je dirais, la consommation énergétique dont on a besoin pour fabriquer les vêtements. Et on sait très bien que cette délocalisation dans les pays asiatiques génère beaucoup de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, on va surtout utiliser un mix énergétique très polluant, notamment à base de charbon. Et effectivement, les pays asiatiques, en particulier la Chine, l'Inde, le Bangladesh, représentent effectivement ces pays où on va fabriquer les vêtements et qui sont fortement dépendants des combustions fossiles pour la production d'énergie. Le deuxième, la phase d'utilisation aussi est également substantielle en matière d'impact climatique, puisqu'en fait, on va laver, on va sécher le vêtement. Alors, tout dépend des pays, des façons de consommer, mais globalement, on a quand même un fort impact aussi au niveau de l'utilisation. Et puis, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, la troisième source d'impact, elle provient effectivement de la production des fibres, qui provient principalement de la production de fibres synthétiques, mais également de fibres naturelles liées effectivement à, je dirais, l'introduction de nombreux entrants dans les champs de coton. Donc, et puis bien évidemment, cette fibre synthétique, un petit chiffre qui nous montre l'envolée de ces fibres synthétiques, qui au cours des 20 dernières années, ces fibres, je dirais synthétiques, sont passées de moins de 20% de la production mondiale à 64% en 2021, selon le dernier rapport de Textile Exchange. Donc, on voit bien cette montée des émissions de gaz à effet de serre. Alors, deuxième grand impact environnemental est lié à la consommation d'eau, issue à la fois de la culture de certaines plantes comme le coton, mais surtout occasionnée par le traitement et l'ennoblissement du tissu. Selon un nouveau Cantis en 2018, l'industrie mondiale de l'habillement consomme quelques 215 000 milliards de litres d'eau par an. Et effectivement, les étapes de la chaîne de valeur qui sont d'importantes consommatrices d'eau sont la production de matières premières, le blanchiment, la teinture et la finition dans la production de textiles. Juste un élément pour se repérer, il faut 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean, soit l'équivalent de l'eau bue par un être humain pendant 7 ans. Comme ça permet de voir un peu les repères. Ouais, Alors, un ordre de grandeur. Ouais, des ordres de grandeur, tout à fait, Chloé. Alors, le problème, c'est que ça consomme de l'eau, mais surtout, ça pollue de l'eau, ce qui fait que ça rend impropre cette eau à d'autres usages. Et ça, c'est le gros problème actuellement, avec effectivement cette industrie du textile qui va contribuer à la fois aux pénuries d'eau, mais également à cette pollution, et dans les pays où le stress hydrique est déjà important. Souvenons-nous de cette catastrophe écologique de la mer d'Aral, dont la superficie a été profondément réduite par la captation de l'eau par les cotonniers, pour effectivement développer cette production. Et puis un dernier point sur, je dirais, la pollution de l'eau, on le voit naître depuis quelques années, c'est effectivement la libération de microfibres émanant effectivement de nos vêtements et qui polluent à la fois les cours d'eau et bien évidemment les différents océans. Donc ça devient énormément problématique. Autre impact environnemental, la pollution générée par les nombreux traitements chimiques. Une étude du PNUD en 2020 du Programme des Nations Unies pour l'environnement nous dit qu'en moyenne, 1 kilo de textile nécessite 0,58 kg de produits chimiques divers. Et donc, on aurait en gros 8000 produits chimiques qui seront introduits dans tous les processus de fabrication textile. Sur toutes ces molécules, on sait qu'on a quand même pas mal de substances dangereuses, aussi bien pour l'environnement que pour l'être humain. Dernier impact environnemental, effectivement, les déchets, pré- et post-consommation, qui ne cessent d'augmenter. On estime que ces déchets ont augmenté de 60% entre 2015 et 2030, générant 57 millions de tonnes supplémentaires de déchets par an.
Et on estime qu'en 2030, on serait à l'équivalent de 17,5 kilos de déchets annuels par an sur la planète. Alors, on peut se dire, on a un gisement incroyable. Toutefois, on va vite, se raviser parce qu'en fait, et garder son optimisme, puisqu'en fait, dans la chaîne de valeur textile, qui reste principalement linéaire, très peu de textiles, voire 1%, sont recyclés en vêtements, c'est-à-dire qu'en boucle fermée. Bon, on a quand même 12% supplémentaires qui sont recyclés, ce qu'on appelle en cascade, et qui vont être utilisés notamment dans des chiffons nettoyage, des matériaux isolants, voire des rembourrages de matelas. Donc, tout ça nous conduit à estimer une perte de valeur matérielle annuelle de plus de 100 milliards de dollars selon la fondation Ellen MacArthur. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, effectivement, les externalités négatives de cette industrie ne cessent de grandir au fur et à mesure qu'on étudie la pollution, de cette industrie a été étudiée assez récemment, ce qui fait qu'on découvre, quotidiennement les impacts négatifs de cette industrie de la mode. Bon, ça nous donne comme ça un peu une idée de toutes ces externalités négatives qui sont d'ailleurs pas seulement au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau social, sociétal, des droits de l'homme, ce genre de problématiques-là. Maud, peut-être que tu peux revenir un petit peu sur ces enjeux sociaux, sociétaux liés à l'industrie textile. Alors oui, on a bien vu avec Isabelle là qu'il y avait des enjeux environnementaux importants, mais l'industrie de la mode, c'est aussi pour beaucoup en fait des problématiques d'exploitation des travailleurs et puis d'opacité finalement générale des conditions de production qui sont dues à ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur l'émergence de la fast fashion et le fait que ce soit on cherche toujours en fait le pays où les coûts de production sont les plus bas. Donc on a vu en fait très vite en fait l'Asie devenir le lieu de prédilection en fait de production des vêtements. On sait en fait que l'industrie textile, c'est 75 millions de personnes qui sont employées de par le monde et il y en a 65 millions qui sont dans la région Asie-Pacifique et notamment très très vite en fait les plus gros producteurs se sont décalés vers la Chine et puis plus finalement les coûts salariaux chinois ont commencé à augmenter, plus ils ont reculé, ils ont été chercher d'autres pays d'Asie comme la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et puis par la suite finalement le Cambodge, le Vietnam, le Laos et celui qui est peut-être le plus connu pour avoir des conditions de travail particulièrement opaques et pénibles, voire dangereuses, c'est le Bangladesh, puisque c'est quand même un endroit où on va retrouver beaucoup de textiles, beaucoup de production textile et du travail des enfants notamment, qui est une autre problématique sociale qui est liée à l'industrie de la mode. On sait en fait que l'industrie textile va mettre en place du travail forcé en fait au final. Alors d'abord il y a le travail des enfants. Ça c'est l'OMS qui donne un certain nombre de chiffres. On sait en fait que il y a à peu près 15% des enfants âgés de 6 à 14 ans qui sont issus des bidonvilles de Dhaka au Bangladesh qui travaillent à temps plein dans l'industrie textile. Donc c'est quand même beaucoup. Et puis à partir de 14 ans, c'est un enfant sur 2. Donc là, on a vraiment une problématique sur le travail des enfants qui est loin en fait d'être réglée. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'il y a aucune traçabilité. Ou en tout cas la traçabilité des conditions de production sont particulièrement compliquées, même si certaines marques souhaiteraient le mettre en place en fait. C'est une vraie problématique. Il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de sous-traitants, de sous-sous-traitants, donc on sait que c'est compliqué. Et puis ensuite il y a aussi un autre travail forcé dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est le travail des Ouïghours en Chine. Donc là, on parle d'esclavagisme, on parle vraiment de droits de l'homme bafoués. Et sur ces points-là, en fait, les informations qui arrivent sont pas toujours très faciles à vérifier, mais on pense en fait, il y a notamment
des rapports, puisque c'est une question dont s'est saisie aussi la Commission européenne. On pense en fait qu'il y a presque un vêtement sur 5 qui, à quelque part, à un moment, en fait, a été, en tout cas, l'objet d'un travail forcé des Ouïghours. Et on sait que plus de 500 000 Ouïghours produisent 20% du coton mondial. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez affolants en termes de conditions de travail. Alors, comment est-ce qu'on sait ça? En fait, on le sait parce qu'il y a une sorte d'éveil en fait aux problématiques sociales et sociétales du secteur de la mode par le biais des mouvements activistes. Les mouvements activistes vont se centrer en fait sur l'éthique et souvent sur l'éthique de la production. Alors il y a une première éthique qui est très ancienne, on l'oublie un peu, mais en fait le premier mouvement activiste dans la mode, ça a été celui qui s'est centré sur l'utilisation des matières animales. Donc c'est PETA en fait qui dans les années 90-2000 faisait des happenings dans les défilés de mode et je sais pas si peut-être certains s'en souviendront, mais il lançait en fait de la peinture rouge sur les fourrures. Donc c'était les tout premiers moments où en fait l'industrie de la mode a été un peu secouée par des mouvements activistes. Et ensuite évidemment on connaît mieux maintenant ceux qui alertent sur les conditions de travail. Et ça a été évidemment le Rana Plaza et l'accident du Rana Plaza en 2013 qui a vraiment réveillé les consciences et créé en fait des mouvements activistes qui ont commencé à alerter et à avoir une activité beaucoup plus intense sur le sujet. Et donc là, on parle vraiment des conditions de travail. Pour rappel, le Rana Plaza, c'est cette usine qui s'est effondrée en 2013 au Bangladesh et qui a tué plus de 1300 employés. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que je donnais les chiffres tout à l'heure de 75 millions de gens employés dans le textile. 80% de ces employés sont des femmes. Et on sait aussi que dans le Rana Plaza, ça a souvent été des femmes des employés EES qui sont mortes au cours de et qui avaient alerté sur la fragilité du bâtiment avant qu'il ne s'effondre. Ouais. On avait renvoyé à leur machine. Donc on a eu là vraiment une mise en évidence, une mise en lumière du drame en fait des conditions de travail dans le textile. Et donc on a par exemple Fashion Revolution qui a lancé un mouvement de Who Made My Clothes à peu près à cette époque-là. On a le collectif Éthique sur l'étiquette qui a mis un point d'honneur à développer aussi. Alors là plutôt des actions de lobbying et puis vraiment des actions en justice pour demander réparation. On voit finalement que grâce à ces mouvements activistes, on a une mise en évidence de cette problématique. Et on parle aussi beaucoup des petits mots qui sont laissés dans les paquets de vêtements. Alors nous on avait des étudiantes qui travaillaient dans les magasins de fast fashion et qui les retrouvaient ces petits mots avec écrit help ou des petits mots glissés subrepticement par finalement des gens qui sont exploités au fin fond des usines un peu partout dans le monde. Donc voilà. On a dernièrement des derniers happenings militants rejoignent plutôt ce que disait ce dont parlait Isabelle. Donc là c'est plutôt sur la dimension environnementale puisque ce sont les derniers c'était plutôt Extinction Rebellion qui s'était installé dans les défilés à partir de 2019. On les a vus apparaître dans les défilés de haute couture pendant les Fashion Weeks. Ouais. Globalement en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des relais médiatiques. Parce que ce sont des actions qui sont un peu choquantes ou en tout cas qui viennent perturber la bonne marche des Fashion Weeks. Il faut parler. On jette pas de la soupe sur les tableaux, mais c'est un peu l'idée de jeter de la soupe sur les robes de haute couture. Enfin, je veux dire, on est un peu sur ces logiques-là, c'est-à-dire d'un seul coup de créer un moment de disruption dans un système bien rodé. Pour mettre en lumière finalement les enjeux dans ce secteur. Ça, plus évidemment le travail de fond que font les ONG, les collectifs, les militants au jour le jour. En fait, ça a vraiment permis aux consommateurs de prendre conscience des problématiques de conditions de production. Et dans les sondages qu'on peut faire nous sur l'Observatoire de la mode circulaire, ça fait partie en fait des critères de choix du textile. Donc on voit que c'est vraiment une problématique qui crée le changement, qui crée les besoins de transition. On vient de parler des enjeux sociaux, mais il y a aussi des enjeux sociétaux de cette fast fashion. Oui, tout à fait. Alors, on sait que la mode, de façon générale, l'ensemble du système de la mode crée en fait beaucoup de
beaucoup d'injonctions, notamment corporelles, de diktats de beauté. Enfin, on sait qu'elle a des dérives de façon générale. Bien sûr. Mais la fast fashion en particulier, parce qu'elle accélère en fait l'acquisition des produits. Elle crée. Alors là, ce sont des recherches qui sont en cours encore, mais dont on voit poindre quand même un certain nombre d'éléments intéressants, des phénomènes d'addiction. Qu'on retrouve aussi même parfois dans la seconde main. C'est-à-dire les gens qui sont incapables en fait de se raisonner quand il s'agit des produits textiles, de la mode, qui veulent toujours la dernière chose. Et ça, en fait, on l'observe dans les comportements des consommateurs. On a ces sentiments que il nous faut la dernière chose à la mode pour être au mieux dans un bien-être qui est en fait complètement factice, qui au contraire va jouer sur l'estime de soi et plutôt baisser en fait l'estime de soi. Ouais, et c'est vrai que la fast fashion l'encourage. Oui, en fait, on compense par le textile, mais ça fonctionne pas, en fait. Ouais, ça marche pas comme ça. Et c'est vrai qu'avec toutes les nouveautés en permanence de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, ça encourage un peu ces comportements addictifs, quoi. Voilà, tout à fait. Et dans la question des enjeux sociétaux, il y a aussi la question de l'inclusivité, qui fait qu'on voit l'avènement de la mode inclusive, puisqu'en fait, on a érigé dans les modèles toujours la femme blanche et donc effectivement il y a toute cette tendance en ce moment qui est en train de se dessiner sur la mode inclusive et notamment par rapport à énormément de consommatrices, de consommateurs qui ne peuvent pas s'habiller pour différentes raisons, soit des problèmes de santé, etc. Donc il y a tous ces enjeux autour effectivement de l'inclusivité qui se posent aujourd'hui. Ok. Et il y a aussi quand même des réglementations qui naissent, qui essaient de réguler un petit peu toutes ces dérives qu'on vient de voir, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau du social, revenir un petit peu sur ces réglementations, qu'elles viennent d'ailleurs soit des politiques, soit des marques elles-mêmes en fait. Alors effectivement, on a vu récemment des réglementations s'imposer dans cette industrie du textile, mais il faut quand même le rappeler, cette industrie est une des dernières à avoir pris, je dirais, le développement durable comme un axe structurant, c'est-à-dire que il faut attendre 2019 pour qu'effectivement on ait une coalition mondiale d'entreprises de la mode et du textile qui s'est intitulé le Fashion Pact, pour qu'il s'engage autour d'un tronc commun de grands objectifs environnementaux, centrés notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique, la restauration de la biodiversité, la protection des océans. Il faut attendre 2019, effectivement, lors du sommet du G7 à Biarritz. Alors, au niveau réglementaire, moi je vais juste pointer du doigt deux réglementations qui vont avoir et qui ont déjà des effets sur la transition des entreprises dans l'industrie du textile. Alors la première, si on y va de façon chronologique, c'est effectivement l'instauration du devoir de vigilance qui a été adopté en 2017 par la France et alors qui va cibler effectivement les grandes entreprises, mais pour rebondir sur les propos de Maud par rapport à effectivement cette situation de quasi-esclavagisme, sur ces conditions de travail qu'on a pu découvrir au sein d'un certain nombre de pays, le devoir de vigilance va être une obligation faite aux entreprises donneurs d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, mais qui peut aussi s'étendre, et là c'est là que c'est intéressant, aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux, sous-traitants et fournisseurs. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, ces entreprises qui sont quand même des grosses entreprises, puisqu'elles concernent des entreprises qui emploient au moins 5000 salariés en France ou plus de 10 000 dans l'Hexagone, ayant leur siège social ailleurs qu'en France, en fait, elles vont devoir publier un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains, mais aussi de corruption. Et on voit que cette loi commence à générer des effets, puisqu'en fait, on voit que des ONG, des syndicats s'en emparent pour effectivement assigner en justice un certain nombre, je dirais, d'industries.
Alors, sur la partie purement environnementale, en France, on a effectivement la loi AGEC, qui est une loi qui a été développée, adoptée le 10 février 2020, qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage et de mettre en lumière l'économie circulaire, et qui va, au niveau du textile, avoir 3 répercussions. Premièrement, l'obligation de mieux informer le consommateur sur l'empreinte écologique des produits. Donc, ça signifie qu'en ce moment, effectivement, on a un certain nombre de collectifs qui travaillent avec l'ADEME pour effectivement faire émerger ce qu'on appelle cet affichage environnemental ou social sur l'ensemble de la filière. Donc ça, c'est un point assez important. Un point particulièrement, criant, qui a été mis en place, c'est l'interdiction de la mise en décharge et l'incinération des produits non alimentaires invendus, c'est-à-dire que les entreprises doivent désormais donner ou recycler leurs produits invendus, ce qu'elles ne faisaient pas jusqu'au début de l'année 2022. Et puis, le 3e point de cette loi AGEC, qui est assez intéressant, c'est transformer les filières pollueurs-payeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fabricants sont tenus de financer effectivement la gestion de leurs déchets à travers leur cotisation à un éco-organisme qui s'appelle d'ailleurs, qui a été rebaptisé EriFashion. Pour autant, il ne leur était pas imposé d'objectifs de résultat. Aujourd'hui, en fait, ces contributions financières versées par les producteurs EriFashion devront être modulées à partir de 2023 avec un système de bonus en fonction des performances environnementales des produits. Donc, on voit bien qu'à travers ces 3 points la loi AGEC, on a quand même un certain nombre de pressions qui vont faire bouger les lignes, tant au niveau du calcul de l'empreinte écologique des vêtements, puisqu'en fait, il va falloir effectivement donner ces informations aux consommateurs. Oui, donc on voit que les choses sont quand même en train de bouger. Il y a aussi des alternatives qui naissent, qu'on va appeler slow fashion, mode éthique, mode durable, mais peut-être voir un petit peu comment cette slow fashion commence à s'imposer et d'où elle vient, comment elle est née. Alors, c'est vrai que quand on fait de la sociologie de la consommation, on aime bien en fait essayer de repérer les signaux faibles. Et souvent en fait les mouvements de marché minoritaires alternatifs sont des formes de signaux faibles qui peuvent présager de transition globale du marché. Et en fait, il y a 15 ans, à peu près 15 ans, on a vu apparaître un marché alternatif et minoritaire dans le textile et la mode qui a commencé à se développer et à être identifié et documenté. On peut considérer maintenant, rétrospectivement, que c'est quand même une des racines philosophiques qui inspire la transition actuelle. Et donc, il faut le garder un peu en tête, ce mouvement de la slow fashion, comme un mouvement précurseur, finalement, dont les valeurs sont intéressantes à étudier et à conserver pour penser la transition. Alors, la paternité du terme, c'est à Kate Fletcher qu'il faut la redonner. Elle a commencé à parler en 2007 de ce terme slow fashion et à théoriser un peu ce mouvement-là. Mais il n'est pas complètement inconnu puisqu'il est en fait en lignée directe d'un autre mouvement qui se passait dans l'alimentaire et qui a d'ailleurs qui a une certaine notoriété puisqu'on parle du mouvement slow food. Le mouvement slow food, lui, il a été initié dans les années 80 par des activistes italiens qui se battaient en fait contre les fast-food et notamment contre McDonald's. Et il portait en fait une sorte de critique assez radicale du productivisme alimentaire et il voulait adopter une position de rupture. Donc c'était un mouvement qui était un mouvement minoritaire, activiste lui aussi au départ. Et en fait, on retrouve c'est un peu des éléments de filiation entre la slow food et la slow fashion, puisque la slow fashion, elle s'inscrit en creux en fait de la fast fashion dont on a parlé tout à l'heure, et elle va dénoncer finalement les principaux maux de l'industrie de la mode: la vitesse, la recherche d'efficacité, d'optimisation, la croissance excessive, et puis la mondialisation et ses dérives. Par contre, le terme slow fashion peut prêter un peu à confusion. Il faudrait pas uniquement le restreindre à l'idée d'un ralentissement. Kate Fletcher, d'ailleurs, dans son premier article, là, au moment où elle commence à parler de slow fashion, elle dit, en fait, la slow fashion, c'est une nouvelle façon de concevoir, de produire, de consommer et de vivre mieux. Et elle dit, la slow fashion, c'est pas uniquement
le temps, mais aussi la logique de la qualité qui ne comporte justement pas de composante temporelle. Le lent n'est pas opposé à rapide. Il n'y a pas de dualisme finalement entre une approche différente, c'est juste différent. Les designers, les acheteurs, les détaillants, les consommateurs sont plus conscients finalement des impacts des produits sur les travailleurs, sur les communautés et les écosystèmes. Donc déjà en 2007, en fait, on voit apparaître une théorisation autour de cette idée que on va remettre aussi un peu le produit au centre des réflexions. Et globalement, quand on lit un peu notamment Clark par la suite sur les 3 composantes clés de la slow fashion, il y en a 3. La première, c'est l'ancrage local et la valorisation des ressources locales, qui était quelque chose de très fort dans la slow food aussi. La deuxième caractéristique, c'est la transparence de la chaîne de valeur et toute la désintermédiation aussi entre le fabricant et le consommateur. Et puis le troisième élément de la slow fashion, c'est l'extension de la durée de vie des produits. Donc là, en fait, on a 3 éléments qu'on retrouve très fortement d'ailleurs dans ce que nous on étudie dans les entrepreneurs de la mode responsable. Et c'est aussi pour ça, en fait, que quand on parle de relocalisation, on va l'assimiler à une politique de mode alternative et responsable. Tout comme tous les mécanismes qui vont permettre d'allonger la première vie du produit. Donc on voit que ça prend vraiment racine au moment de la slow fashion et puis on va retrouver ça dans la consommation responsable et éthique. Donc il y a cette slow fashion qu'on baptise aussi mode responsable, mode éthique, mode durable. Enfin disons qu'il y a plein de mots pour désigner un peu ce mouvement-là. Il y a aussi la mode circulaire qui va particulièrement nous intéresser. Isabelle, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la définition, sur les principes de cette mode et de la mode circulaire notamment? Alors effectivement, dans les différents vocables, je dirais autour d'un mot générique, on pourrait dire mode durable. La slow fashion va avoir un poids déterminant et va être fortement étayée dans la recherche tant académique que pragmatique. En revanche, on voit quand même au milieu des années 2000 le terme éthique qui va être adossé effectivement à la mode et son principe directeur est de fabriquer des vêtements à la mode qui intègrent les principes du commerce équitable avec des conditions de travail sans atelier clandestin, sans nuisance sur l'environnement. Donc on voit qu'au départ, la mode éthique va être surtout arrimée au commerce équitable. D'ailleurs, cette notion de commerce équitable va être reprise dans la définition qui va aussi s'imposer dans le cadre du premier salon européen dédié à la mode éthique, Ethical Fashion Slow, qui va s'appuyer sur un triple ancrage, le commerce équitable, le développement durable et la préservation de la diversité culturelle. Petit à petit, cette définition de la mode éthique passe du commerce équitable à une mode équitable, à une mode responsable, où on va essayer de déterminer quels sont dans la chaîne de la valeur, je dirais, les responsables des maux de cette industrie. Parallèlement, on a un terme plus générique qu'on pourrait associer à la notion de mode durable ou mode soutenable, si on prend, je dirais, le terme anglais, qui s'attelle effectivement implicitement au concept de développement durable. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, globalement, cette mode durable va surtout être adossée à la seule dimension environnementale et on va pas réussir à véritablement circonscrire cette notion de mode durable. D'ailleurs, on trouve pas de définition réelle de cette mode. Alors, on en vient à notre sujet. Pourquoi la mode circulaire ? Effectivement, adosser le terme circulaire à la mode a été un choix explicite de notre part pour faciliter son appropriation par l'ensemble des acteurs du monde du textile. Comme on vient de le signaler, excepté pour la slow fashion, ces vocables, on a du mal à imaginer ce qu'il y a derrière. Nous, on voulait aussi donner un contenu opérationnel. Alors, il nous a paru judicieux de partir de la notion de l'économie circulaire qui, effectivement, gagne en popularité dans le milieu économique et institutionnel pour l'arrimer à la mode et ainsi engager les entreprises dans leur transition à la fois environnementale et sociale. Alors, c'est quoi la mode circulaire ? C'est quoi notre définition ? C'est une mode qui vise à réduire drastiquement l'ensemble de ses externalités environnementales en s'appuyant sur la pensée cycle de vie et dont l'objectif ultime est de réévaluer
les valeurs de la mode et créer une valeur élargie ou étendue avec et pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, vous allez tout de suite me dire, c'est un peu vague comme définition. Je vais revenir sur, effectivement, ce contenu opérationnel. Alors, notre définition de la mode circulaire repose effectivement sur les lignes directives qui s'inspirent à la fois de la théorie des R. Alors, la théorie des R, c'est une théorie qui s'inspire de la hiérarchie des déchets, et que vous connaissez sûrement, et qui généralement se décompose sur 3 à 10 R, qui sont, nous, prioritairement, réduire, réutiliser et recycler. Donc, l'objectif, c'est d'allonger la durée de vie des vêtements et d'accroître la circularité à la fois des matières et des vêtements. Mais cette notion de mode circulaire est une notion qui fait référence aussi à une économie circulaire authentique. Je fais un petit clin d'œil à Dominique Bourg, en s'inscrivant dans une logique de soutenabilité forte. Et là, je vais faire appel, en fait, je vais faire référence au cercle vertueux des 8 R de Serge Latouche pour parvenir à une société d'abondance frugale. Donc, pour donner ce contenu opérationnel, outre les 3 R cités préalablement, réduire, réutiliser et recycler, la mode circulaire fait également référence au R de réévaluer. Il faut réévaluer les valeurs de la mode et redonner un sens à la mode qui, à ce jour, est devenue arbitraire et inutile. Réévaluer les valeurs de la mode autour du goût, du bel ouvrage, de la qualité, du moins, du sobre, du raisonnable, de la responsabilité, de la coopération et du collectif, de la durabilité, du savoir-faire et combattre l'uniformisation, la standardisation, l'homogénéisation et la production de masse de la mode, ainsi que la hiérarchisation de la mode qui est fortement, je dirais, présente dans ce secteur. Pour continuer dans les R, j'emprunterai aussi les autres R de Serge Latouche, notamment le R de relocaliser, notamment relocaliser les centres de production proches des centres de consommation. Et puis le R de restructurer, qui signifie modifier en profondeur les systèmes de production et de consommation en prenant la sobriété, la durabilité, la longévité des vêtements et en ajustant la production à la demande avec tous les outils dont on possède aujourd'hui, notamment en faisant appel à l'usine 4.0. Et puis un dernier R qu'on va mobiliser dans notre définition de la mode circulaire, c'est effectivement le R de redistribuer, redistribuer la valeur. Dans la question de la mode circulaire, la valeur est un concept clé. Donc redistribuer en fait cette valeur tout au long de la chaîne de production. Ainsi, notre définition se différencie des approches classiques de l'économie circulaire qui, effectivement, sont souvent circonscrits à la fin de vie du produit. Et nous, en fait, on va reprendre l'ensemble des R, car elle interroge en profondeur la notion de valeur en se focalisant à la fois sur cette création de valeur sociétale co-construite par les parties prenantes, mais aussi sur cette question de redistribution. Et notre définition fait donc écho aussi à cette dimension sociale qui est souvent occultée dans les définitions de l'économie circulaire. Merci beaucoup Isabelle et Maude, et on va revenir très en détail et approfondir cette notion de mode circulaire tout au long des prochains épisodes. Donc merci infiniment pour ces éclairages. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à l'ADEME et à la région Hauts-de-France pour leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la chaire Tex & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire.